Merci messieurs, merci pour l'invitation. On parlera assez peu dans le détail du côté thérapeutique. C'est une étude avant tout de registre sur l'incidence et les parcours de prise en charge des patientes atteintes d'une déficience intellectuelle au sein d'une région géographique. Et vous voyez que la première chose qui marque, c'est par rapport à d'autres études épidémiologiques, le nombre de cas. On sait aujourd'hui globalement, et on va voir que les résultats de cette étude le confirment, que l'incidence et la mortalité sur ce qu'on sait en termes d'échantillonnage, qui n'est pas un échantillonnage mirifique, du cancer chez les personnes ayant une déficience intellectuelle est globalement comparable à ce que l'on entend dans la population générale, plus ou moins au facteur de risque près. Et même si le cancer du sein reste le cancer féminin le plus fréquent, on a extrêmement peu de données solides de la littérature dans ce groupe pathologique. Donc l'idée de cette étude était d'aller décrire les caractéristiques clinico-pathologiques de patientes atteintes d'une déficience intellectuelle et d'un cancer du sein, et de mettre en parallèle les patientes sans déficience intellectuelle sur la même région géographique, afin d'essayer de comprendre les différences et les similitudes dans les caractéristiques anatomocliniques et dans les parcours de soins. Il s'agissait d'une étude observationnelle rétrospective de population où l'on croisait deux bases distinctes, la base départementale de l'Hérault, le docteur Trétard ici présente la coordonnant depuis de nombreuses années de main de maître, et de l'autre côté, une cohorte de personnes atteintes de déficience intellectuelle de l'étude dite SHAID, Cancer Heralded Adults Intellectual Disability, avec principalement, c'est l'une des limites de notre étude, des patients qui étaient en institution, avec probablement une sous-représentation des patientes déficientes intellectuelles hors institution. Le diagnostic de cancer invasif doit être fait entre janvier 2002 et décembre 2015. Et pour ce qui est de l'évaluation précise de l'incidence dans les deux groupes de pathologie, pour disposer de statistiques, on va dire, facilement comparables, la période de comparaison elle est de 2008 à 2015. L'analyse d'incidence était donc faite sur cette population-là. Les analyses descriptives pour prendre le maximum de données sur la population déficience intellectuelle, elles avaient lieu sur la période 2002-2015, ainsi que les analyses comparatives. Sur 2002-2015 du registre de l'Hérault avec plus de 14 000 patientes atteintes d'un patient, du coup 1% des cancers du sein arrivent chez l'homme, patients atteints d'un cancer du sein. Et vous voyez au final deux groupes très déséquilibrés, avec toujours en arrière-pensée ce petit bémol d'une probable sous-représentation des patientes à domicile, avec 12 317 patients non DPI et 21, excusez la faute de frappe, patients DPI. Première question, est-ce que cette population a un risque plus élevé que la population générale de la même zone géographique de développer un cancer du sein? On sait qu'une partie des facteurs favorisant le cancer du sein peuvent être impactés par la déficience intellectuelle. Première réponse, sous réserve des intervalles de confiance, bien entendu un intervalle de confiance avec un échantillon de 21 est plus laxe qu'un intervalle de confiance sur 12 000. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de tendance nette à un surrisque cumulatif en fonction de l'âge de développer un cancer du sein chez une personne porteuse d'une déficience intellectuelle par rapport à la population générale. Vous voyez même, si on veut faire le taquin avec les statistiques, qu'on pourrait même dire que c'est un facteur protecteur puisque vous en avez moins dans le groupe déficience intellectuelle. Encore une fois, j'attire votre attention sur l'extrême variabilité de l'intervalle de confiance. Il ne faudrait surtout pas conclure cela. Deuxièmement, donc pas plus de risques que dans la population générale. Deuxièmement, est-ce qu'on a des particularités en termes de présentation ou de prise en charge dans cette population? Première chose, encore une fois, en gardant en mémoire un échantillon de 21. Donc on va voir des trends, des tendances qui nécessiteront d'être vérifiées sur des effectifs plus importants ou sur des groupes indépendants. Première tendance, l'âge médian au diagnostic semble un peu plus précoce.
significativement, puisque petit p à 0,01, avec un âge médian à 55 ans contre 62 ans. 62 ans étant celui du registre, mais aussi globalement celui de la France, puisqu'on est à 63 ans, 62-63 dans le registre national. Les interquartiles sont plus larges, effectivement, dans la population déficience intellectuelle. Là aussi, regardez la variabilité, prend en compte le fait que l'effectif est extrêmement faible avec 21, donc à prendre avec, on va dire, précaution là aussi. Un peu plus de haut grade histologique, vous voyez que c'est une tendance, le petit p n'étant pas en dessous de 0,05, et un peu plus de taille tumorale plus évoluée. En catégoriel, on a la même donnée en millimètres, en variable continue, et là la différence est moins flagrante, mais vous voyez un peu plus de tumeurs de plus de 2 cm, puisque T2 commence à 2 cm, par rapport à la population générale. Et on sait qu'il s'agit d'un des facteurs pronostiques majeurs dans les chances de guérison d'un cancer du sein. Pas d'autres différences significatives par ailleurs, regroupement en stade, mode de diagnostic, etc. Vous avez ici le résumé, particulièrement digeste, illustratif et écrit en gros, mais comme je n'avais pas envie en 10 minutes de vous mettre 30 pages, vous pourrez vous y référer si besoin. Donc là, c'était pour essuyer nos propos sur le côté variable de présentation. Donc vous voyez effectivement une petite association au niveau de la taille tumorale, une petite association sur le grade. Par ailleurs, la biologie des tumeurs ne semble pas différente. Et par contre, là où cela pointe un petit peu plus les limites, les questions à se poser et probablement les optimisations, en termes de parcours thérapeutique, on constate des différences assez flagrantes, notamment dans le nombre de dossiers qui ont été discutés en RCP. Les RCP, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est ces temps d'échange entre professionnels où normalement on discute l'intégralité des dossiers de patients qui ont été atteints d'un cancer, quel qu'il soit, avec un quorum qui nécessite au minimum un oncologue médical, un radiothérapeute et un chirurgien, pour définir une trajectoire de soins optimale pour le patient ou la patiente. Vous voyez que même dans la population générale, on n'arrive pas à 100%. Cela tient au fait non pas que 20% de nos médecins sont hors la loi, mais que certaines situations extrêmement bien codifiées ne nécessitent pas d'être discutées en RCP. Ceci dit, vous voyez une différence flagrante, 83% de la population générale contre 38% pour la population des 21 patientes atteintes d'une déficience intellectuelle. Une différence aussi que l'on peut voir en termes de traitement conservateur, c'est-à-dire est-ce qu'on a pu éviter l'ablation totale du sein et simplement faire une tumorectomie, enlever la zone tumorale avec une marge de sécurité. Plus de 80%, c'est globalement la norme nationale. Alors pourquoi ce chiffre? Plusieurs explications possibles. La première, c'est que la taille tumorale impacte les possibilités de conservation. Plus la tumeur va être grosse, plus ça peut être difficile de conserver le sein. Et la seconde, qui peut tenir à des modalités d'organisation, si l'on conserve un sein, si on fait une chirurgie conservatrice, on doit absolument derrière réaliser une radiothérapie complémentaire pour remettre le risque de récidive au même niveau que celui d'une mastectomie. Et peut-être, nous n'avons pas l'explication définitive, mais peut-être qu'une partie de cette différence viendrait du choix du soignant, des aidants ou de la patiente d'éviter les allers-retours répétitifs que représente la radiothérapie. Donc 2 pistes à creuser éventuellement. Et deuxième point d'attention, car il impacte lui aussi les chances de guérison, le schéma thérapeutique proposé lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire a été modifié 8 fois sur 21 dans le groupe des patientes atteintes d'une déficience intellectuelle. Alors on pourrait se dire le médecin fait du sous-traitement. Cette adaptation a été réalisée par l'équipe médicale 2 fois, mais de manière plus notable, 6 fois, cela a été du chef de la patiente qui a opposé un refus, soit à la chirurgie, soit à la radiothérapie, soit à la chimiothérapie. Vous voyez que n égale 6 alors que là on en a 9. La patiente a parfois refusé plusieurs modalités de traitement. Donc, probablement que cette partie-là, la partie patiente, pourrait être améliorée
sur des meilleures bases de discussion, de communication et d'accompagnement, certains refus ayant peut-être trait à l'inquiétude sur une explication insuffisante. Là, pareil, vous avez le résumé plus détaillé pour sera, vous voyez, un peu plus de mastectomie, petit p à 0,02, et des discussions en RCP plus rares. Donc globalement, même si 21 cas, il s'agit d'une surface restreinte, il s'agit à notre connaissance de la plus grande étude à ce jour sur un territoire de santé, évaluant ces facteurs thérapeutiques, pronostiques et démographiques à l'échelle d'une population. Le risque de développer un cancer du sein à un âge donné ne semble pas plus élevé dans la population des PDI. Par contre, on a une tendance, on a significativement, mais à confirmer sur des études plus larges, une moyenne d'âge significativement plus jeune dans la population PDI, avec une tendance à un stade plus avancé et un grade histologique plus élevé. La prise en charge reste globalement concordante avec ce que l'on attend des référentiels régionaux en termes de dépistage. Si vous avez bien vu tout ce petit tableau là avec 21 modalités sur 21 patientes, il y avait la colonne mode de diagnostic. Environ la moitié des patientes avaient été diagnostiquées sur une mammographie. Alors j'en profite, c'est Octobre Rose. Donc on parle beaucoup de cancer du sein. Octobre Rose, c'est surtout, on parle beaucoup de dépistage. Je vais faire une petite aparté, tiens, j'y reviens juste derrière. Vous savez que le dépistage, on n'est pas bon, tous autant qu'on est. On est à peu près 50% des patientes, des patientes, toutes mes excuses, des dames qui reçoivent une convocation pour un dépistage qui s'y rendent, en temps et en heure. On rate la moitié de la population sur le dépistage de masse organisée. On est à 51% au niveau, on était à 51% au niveau national. On a encore pris un peu plus le bouillon avec le Covid, puisqu'on a perdu entre 4 et 8% suivant les territoires de dépistage. Et le dépistage ou ne pas y aller, ça n'évite pas de faire un cancer du sein. Par contre, ça permet de le détecter plus tôt, à des stades plus petits, avec moins d'atteinte ganglionnaire, avec un traitement moins lourd et avec plus de chances de guérison. Donc tout ce qu'on a laissé de côté en se disant j'ai autre chose à faire avec le Covid, on va le payer sur les années à venir. Donc on a une mission, tous autant qu'on est ici, de sensibiliser tout le monde autour de nous pour retourner dans ce circuit de dépistage. Alors je vais être un peu nuancé sur le 51%, on est un peu au-delà, puisque 51% c'est le dépistage de masse organisée et qu'on sait qu'une proportion des dames dans cette tranche d'âge-là vont faire un dépistage individuel. Mais très clairement, on est bien loin du 100%. Donc tant qu'on n'est pas à 100%, on a une marge de progression. Et donc, pour revenir à ce tableau, globalement, la quantité de patientes qui avaient eu un diagnostic de cancer du sein sur une modalité de dépistage est sensiblement identique à la population générale. Donc là-dessus, pas de différence, je dirais, majeure. Pas de sous-traitement flagrant quand on regarde de manière rapide l'ensemble, mais probablement, vous voyez, comme je vous disais, des orientations dans les prises de position, un peu plus de mastectomie, peut-être pour faire un peu moins de radiothérapie. On reste dans un standard de soins. Il y a eu mastectomie, il n'y a pas forcément besoin de radiothérapie, mais peut-être qu'on aurait pu faire autrement s'il y avait eu une acceptation plus globale du parcours de soins. Les limites, c'est comme je vous le disais, la faible couverture de la population hors institut spécialisé, qui représente quand même une sous-population importante de la population PDI, et le nombre limité de cas. C'est sûr que les statisticiens vous le diront, plus il y a de cas, plus on fait des choses solides. En attendant, avec 21 cas, on reste parmi les plus grosses séries mondiales, ce qui est déjà pas mal. C'est mieux que rien, il faut bien commencer quelque part. En conclusion, encore une fois cocorico, on sort une des plus grosses séries mondiales, c'est bien. Globalement, avec un côté comparatif extrêmement solide, puisque le registre de l'Hérault permet d'avoir des statistiques extrêmement fiables sur le département pour ce qui est du cancer. La tendance en termes de surrisque n'est pas évidente sur cette série-là, on est plutôt à un risque identique. Le modèle de soins reste sensiblement différent de celui de la population générale en termes de choix, probablement multifactoriel, et tout ceci nécessite d'être disséqué de manière plus fine, dans l'idéal sur une étude collaborative et encore mieux internationale, ce qui permettrait d'augmenter encore plus la puissance de nos conclusions. Et je vous remercie, et je tiens tout particulièrement à remercier Brigitte
pour toute l'aide qu'elle nous a apportée depuis tant d'années sur le réseau régional. Remercier Faiza qui nous a quittés trop tôt et trop brusquement. Oncodéfi avec l'éternel Daniel. Et bien entendu le support financier de tous nos sponsors, la Ligue, le Comité de l'Hérault, l'INCA et la Fondation Jérôme Lejeune. Je vous remercie.